Indiana, 1987. Lisa est souvent seule dans sa grande maison isolée au cœur des champs de maïs. Ses parents rentrent tard tous les soirs et ont donc décidé de lui acheter un chien pour la rassurer. Une nuit, elle est réveillée par un bruit d'eau qui goutte. Elle se lève et va fermer le robinet dans la salle de bain. En se recouchant, elle glisse sa main sous son lit et son chien la lèche, cela la rassure. Le bruit continue et elle décide d'aller resserrer dans le robinet dans la salle de bain. Elle se recouche et glisse de nouveau sa main dans son lit et son chien la lèche de nouveau. Mais le bruit continue et Lisa n'arrive pas à dormir. Elle fait un dernier tour de maison sans rien trouver et se recouche donc en glissant sa main sur le lit. Le chien la lèche de nouveau. Lorsqu'elle est toujours là, Lisa décide de localiser sa provenance. Le son vient de son placard. En l'ouvrant, elle découvre son chien égorgé, suspendu par les pattes arrière, se vidant lentement de son sang sur la porte du placard. Un message écrit en lettres de sang. Les humains aussi peuvent lécher. Le Cecil Hotel a ouvert ses portes en 1924 à Los Angeles. Le site est devenu célèbre en raison des crimes et des événements tragiques qui s'y sont déroulés. Ce fut la résidence d'au moins 2 tueurs en série, et l'endroit a accueilli beaucoup de clients qui s'y sont suicidés en se jetant par la fenêtre. En 2013, une touriste nommée Elisa Lam fut découverte noyée dans un réservoir d'eau sur le toit de l'hôtel. Le décès fut déclaré accidentel, mais des images de la caméra de sécurité d'un ascenseur montrent que Lam est en train d'agir de manière erratique, comme si elle tentait de se cacher. Au fil des années, les gens ont continué à rapporter des événements étranges ayant eu lieu dans l'hôtel, de quoi inspirer la série télévisée American Horror Story. Parmi ces événements, on peut citer des personnes ayant vu un petit garçon apparaître du côté extérieur des fenêtres au 4e étage, ou un client ayant déclaré avoir ressenti une sensation d'étranglement alors qu'il essayait de dormir. Une médium qui utilise une planche Ouija dont elle a expliqué les rudiments à son neveu. Suite au décès de sa tante adorée, Robbie, déprimé, s'enferme dans sa chambre de longues heures et tente alors de communiquer avec sa tante via la planche de Ouija. D'étranges manifestations commencent peu après le décès. Des nuées et des grattements résonnent dans les murs. Les parents font venir un dévastateur qui ne trouve rien. Non seulement les grattements se poursuivent, mais des objets commencent à se déplacer seuls, les lustres à se balancer, et un portrait du Christ à cogner continuellement contre le mur. De plus, en plus intense, les manifestations affectent particulièrement la chambre de Robbie. Chaque nuit, son lit vibre, des objets volants. En plus de tout ça, le comportement de Robbie change à la tombée de la nuit. Il devient sombre, voire inquiétant, et des ecchymoses apparaissent sur son corps sans qu'on puisse les expliquer. Paniqués, les parents consultent leur pasteur luthérien qui les envoie auprès d'un médecin et d'un psychiatre. Selon son rapport, les scientifiques sont incapables d'expliquer le cas de Robbie. Plutôt sceptique, le pasteur décide d'héberger Robbie pour la nuit. Il n'est pas déçu, les meubles se déplacent tout seuls. Ça peut être la pratique quand on veut redécorer une pièce. Une fois convaincu, le pasteur décide de tenter un exorcisme sur Robbie. Mais son action reste sans effet. Il conseille alors aux parents de se tourner vers l'église catholique, et plus particulièrement avec le Père Albert Hughes. Quand il rencontra Robbie et ses parents, le prêtre est immédiatement convaincu. La possession du jeune garçon. Mal à l'aise, le garçon lance des regards hostiles aux objets sacrés les plus proches de lui. Un signe apparemment évident de sa possession. On le saura la prochaine fois que la belle-maman regarde notre pile de linge sale à repasser. Pour couronner tout ce qu'il sent, sa chaise glisse sous lui avant de percuter le mur, regardant Robbie droit dans les yeux et lui lança en latin « Quel est ton nom ?» Ce à quoi Robbie aurait répondu « Je suis en Légion ». Il y a de quoi frissonner, non ? Jeune prêtre, le père Hugues vient de rencontrer son premier cas de possession. Le père Hugues fait admettre le garçon dans l'hôpital, géré par des frères jésuites. Robbie hurle. Il est tellement violent qu'on doit l'attacher durant 3 nuits.
Le père Hugues récite des prières sans succès. Robbie arrive même à se détacher et à blesser le prêtre. C'est suffisamment sérieux pour que l'exorcisme soit arrêté et Robbie renvoyé chez lui. Un soir, la mère voit apparaître les mots Saint-Louis sur la poitrine de Robbie. Prend ça comme un signe et l'embarque pour la ville en question. Sur place, les médecins sont impuissants et la famille se tourne une fois encore vers l'église. C'est le doyen du diocèse, le père William S. Bowdern, qui décide de s'occuper de cet étrange cas. L'évêque, à qui il demande la permission de pratiquer un exorcisme, lui demande de tenir un journal. C'est ainsi que cette histoire est arrivée jusqu'à nous. Durant 3 semaines, le père Bowdern, assisté de plusieurs prêtres, dont le père Aloran, récite des prières. Ils sont épuisés et rien ne semble fonctionner. Il décide alors de baptiser Robbie, ce qui ne se fit pas sans peine, vous imaginez bien. Quelques jours plus tard, Robbie se met à parler d'une voix claire, lançant « Satan, je suis Sainte Michel, et je vous ordonne de quitter ce corps maintenant. » Robbie est rentré chez lui quelques jours plus tard sans aucun souvenir de ces derniers mois. Il l'a mené à une vie tout ce qu'il y a de plus normal depuis. Qu'on y croit oui ou non, un fait demeure, les prêtres exorcistes existent toujours bel et bien de nos jours. Pourquoi donc ?